Bonjour à tous. Alors, on a un petit changement de programme. Donc, au début, on devait avoir que Hervé Novelli, ancien ministre, on avait prévu de construire ça comme une petite rétrospective de votre vie de ministre et puis de pouvoir aller sur le terrain un peu des anecdotes, de se dire comment est-ce qu'on construit la décision publique, comment est-ce que vous portez une réforme, quels sont les petits trucs, les trucs et astuces. À savoir quand on veut faire passer des choses et quand on est ministre. Et puis finalement, on a l'honneur du coup d'accueillir aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Et du coup, on va changer un petit peu. Donc le titre aurait pu changer, mais on va garder le même esprit, de se dire au fond, on essaye d'avoir une espèce de masterclass de qu'est-ce qu'une vie de ministre, comment se prend une décision, comment est-ce que quand on est ministre, on est capable ou pas de faire passer des choses. Est-ce que on essaye de faire passer des trucs, on croit que c'est bon, et puis après il y a tout un tas d'acteurs qui reviennent, c'est compliqué ou autre. Au fond, moi je souhaiterais qu'on garde cet esprit, mais du coup qu'on le mette dans une logique un peu comparative, et de se dire finalement dans cette question de la construction de la décision publique, est-ce qu'on peut essayer à travers ce dialogue de comparer comment ça se fait en France et puis comment ça se fait du coup au Bénin. Donc voilà, moi ma première question pour vous Hervé d'abord, c'est finalement si vous deviez nous raconter une anecdote qui peut incarner ce sujet, incarner ça, comment est-ce qu'on porte un projet politique, comment est-ce qu'on arrive à faire passer une réforme, quelle serait-elle? Bon, voilà une question. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cet échange sur la manière de gouverner au final. Et je suis... c'est très compliqué de répondre directement à votre question. Et ce que je crois, c'est qu'il y a un parcours. Il y a un parcours qui vous dispose plus ou moins à exercer cette fonction de ministre dans le champ qui a été choisi pour vous. Moi, j'ai eu l'opportunité, la chance, appelons ça comme ça, d'être immédiatement après des études à Dauphine, d'être rentré dans le champ de l'entrepreneuriat et de l'avoir été culturellement, familialement, dans l'exercice de l'entreprise petite ou moyenne. Et puis après, évidemment, j'ai exercé des fonctions dans des entreprises plus larges, mais c'est très important, de mon point de vue, que d'être préparé culturellement à l'exercice d'un mandat ministériel dans le champ qui est celui de votre compétence. Donc j'ai été entrepreneur, je suis resté jusqu'en 2006 entrepreneur et patron de 2 petites entreprises familiales de plusieurs dizaines de salariés en province et à Paris, 2 entreprises. Alors, première anecdote, j'avais demandé à mon père pourquoi est-ce que tu as 2 entreprises qui exercent dans le même champ, pratiquement, l'une qui faisait des produits pour prothèses, des produits détachés, et l'autre qui consistait à appareiller les handicapés pour des prothèses ou orthèses. Et il m'a dit, mais j'ai créé 2 entreprises parce que quand tu dépasses 50 salariés en France, tu as obligatoirement un comité d'entreprise. Et c'est là où j'ai compris que dès le départ, il y avait quelques sujets comme cela qui étaient très importants. Donc j'ai repris ces boîtes au décès brutal de mon père. Je n'étais pas du tout préparé à cela, mais je me suis mis dans ce bain de l'entrepreneuriat que je n'ai pas quitté. J'ai été élu député. Là, j'ai été chargé d'une mission interministérielle sur les PME. J'ai écrit un bouquin sur les PME à la même époque et j'ai exercé mon mandat de député sur ce champ, en travaillant beaucoup avec Yvon Gattaz, pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect. Et avec lui, j'ai été rapporteur de la fameuse loi Dutreil sur les pactes Dutreil que j'ai rapporté, et aussi sur l'ISF, la manière de diriger les sommes de l'ISF vers les petites et moyennes entreprises. Fin de cycle, 2007, je suis nommé ministre, secrétaire d'État plus exactement,
en charge d'abord du commerce extérieur et des entreprises. Donc c'était un portefeuille à Bercy qui était très large parce que dans les entreprises, il y avait toutes les entreprises, c'est-à-dire l'industrie, les PME, les grandes entreprises. Et la ministre avec laquelle j'ai été nommé en même temps s'appelait Christine, elle s'appelle toujours Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Et dès le début, et ça c'est très important, elle m'a dit, écoute, tu vas t'occuper de toute la microéconomie et moi je ferai la macroéconomie et je te soutiendrai dans tous les arbitrages. Tu auras le soutien du ministre de l'économie et des finances dans tous les arbitrages qui concernent les entreprises, mais tu devras me rendre compte toutes les semaines, tu auras un rendez-vous soit avec moi, soit avec mon directeur de cabinet et dès lors que je serai informé, tu auras mon soutien. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est grâce à elle que j'ai pu faire des réformes que traditionnellement un secrétaire d'État ne fait pas. Donc c'est très important cet élément. Et je me souviens de la première Pardon, réunion. vous la connaissiez avant? Vous étiez déjà proche? Pour se rendre compte de... Est-ce que vous étiez déjà proche avec elle ou est-ce que vous la connaissiez pas du tout? Je la connaissais, vraiment... j'avais été le rapporteur. J'étais à la commission des finances de l'Assemblée nationale, rapporteur du budget de l'industrie et du commerce extérieur. Donc j'étais son rapporteur quand elle était ministre du commerce extérieur. Mais pour terminer sur ce petit chapitre, de la manière dont on doit, ou on peut réussir, il y a cet élément clé de la symbiose avec le ministre. Il y a un autre élément très important, c'est que je connaissais les codes. Quand je suis arrivé vous savez, il y a une très grande différence entre le secteur public et le secteur privé dans notre pays. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a des difficultés de compréhension jusque dans le langage. Donc moi, j'avais eu la chance et l'opportunité dans mon cursus d'être chef de cabinet du ministre de l'Industrie entre 86 et 88. Ministre de l'Industrie, Alain Madelin, et donc il m'avait fait confiance. Je venais du privé, je n'avais aucune expérience publique, et en 2 ans, j'ai appris toute la manière dont fonctionnait l'administration et la haute administration. Et ça a été pour moi un élément clé quand je suis arrivé à Bercy, au-delà de l'accord que j'avais et du soutien de la ministre. Et le premier conseil des ministres auquel j'ai assisté, et je ne peux pas ne pas en parler puisque c'était Nicolas Sarkozy qui nous a fait l'honneur d'être là hier. Nicolas Sarkozy, président, donc reçoit son gouvernement pour la première fois et nous dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Il dit, vous savez, vous devez vous abstenir de faire beaucoup de communication. Ce qui est très important, c'est l'action. Et un ministre est un bon ministre quand il a réussi à accoler son nom à une réforme, dit-il à l'ensemble du Conseil des ministres. Et il dit, moi j'ai été un très mauvais ministre du budget, dit-il, parce qu'il n'y a pas une réforme Sarkozy au budget. Donc déjà, si vous accolez votre nom à une réforme, ce sera merveilleux, souvenez-vous de cela et allez-y. Et j'ai eu cette chance. Mon nom est traditionnellement accolé à la création du statut de l'auto-entrepreneur, mais j'ai fait beaucoup d'autres choses à l'abri, et c'est très important dans notre pays qui est si rétif aux réformes, à l'abri d'une ministre qui avait eu la gentillesse et l'intelligence de me laisser faire dans un champ qu'elle maîtrisait, disait-elle, moins bien que moi qui avait baigné pendant un quart de siècle dans ce champ de l'entrepreneuriat. Voilà très rapidement l'état d'esprit dans lequel j'ai abordé Bercy et les succès que j'ai rencontrés, les causes des succès que j'ai rencontrés dans les réformes que j'ai entrepris, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Oui, on y reviendra. Et alors vous, monsieur le ministre, est-ce qu'au Bénin, un bon ministre est un ministre qui, du coup, accole son nom à une réforme? Assurément. Je pense que le Bénin étant une ancienne colonie française, il y a beaucoup de similarités entre ce qu'est le parcours politique, ce qu'est aussi la configuration institutionnelle. Les comparaisons s'arrêtent peut-être là, mais il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'un bon ministre, c'est un ministre qui, ayant pris
sa charge à partir d'une situation, essaie d'améliorer. Moi, je suis arrivé dans un gouvernement qu'on appelait un gouvernement de la rupture, dont il fallait changer les choses. Et donc, j'ai été en charge du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pendant 7 ans. Je suis parti il y a 1 an et demi. Et ce qu'il s'agissait de faire, c'était d'abord d'apporter la culture qui est la mienne, la culture de gestion basée sur les résultats, dans un ministère qui était plutôt une entreprise où ça tournait un peu dans tous les sens. Donc la première chose, c'est de dire, pour un pays qui est en développement, pour un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, à quoi doit ressembler le ministère des Affaires étrangères ? C'est en France qu'on parlait de mammouth, en parlant par exemple du ministère des Affaires de l'Éducation. Alors l'une des premières choses, c'était de rationaliser la manière de travailler. Alors, j'ai fait une carrière aux Nations Unies de plus d'un quart de siècle. C'est vrai qu'on critique beaucoup les Nations Unies, mais il y a beaucoup de chambres aux Nations Unies. Alors, une des choses que j'ai dû mettre en place, c'est d'abord la culture de résultat. Quand j'ai un directeur, je veux qu'il sache ce qu'il doit faire. J'ai trouvé 32 directions, y compris des directions générales. J'ai coupé en 2. J'en ai eu 16. Parce que parfois, il y avait un directeur qui avait 2 ou 3 personnes sur lui. Bon. La deuxième chose, c'est d'avoir une description de tâches pour chacun. Quand on dit le département de la coopération internationale, qu'est-ce que cette direction fait? Quand on parle de la direction des traités ou du protocole d'État, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, avoir une description très claire des tâches et ensuite chercher une adéquation entre ceux qui ont les responsabilités et le poste ou la direction en question. Cela dit, il faut aller vite. Parce que les affaires étrangères, c'est le rapport du pays au monde que vous gérez. Et l'avantage d'être dans un ministère des Affaires étrangères de la coopération, c'est que vous êtes ministre de tout et ministre de rien. Parce que vous arrivez à l'étranger, vous devez pouvoir parler de l'agriculture dans votre pays, vous devez pouvoir parler des questions économiques, vous devez pouvoir parler des questions stratégiques, de défense. Donc, ça vous amène vous-même à vous documenter, à être en contact direct avec vos collègues pour être dans une sorte de transversalité intellectuelle qui vous permet d'être intéressant lorsque les gens vous apportent. Parce que vous êtes une porte d'entrée qui vous permet d'orienter les personnes vers la personne qui a la responsabilité spécifique. Je m'arrête là pour vous dire que c'est vrai, on attache son nom à une réforme quand on doit être un ministre important. La réduction des ambassades. Que le Bénin ait plus d'ambassades que la France dans le monde, c'est pas normal. Donc, une des choses que j'ai dû faire, c'était de fermer, de rationaliser la chose. Tout n'est pas parfait, mais c'est un peu ça aussi, un ministre. Et alors, avec le... Non, pardon, je me posais une question avec ce côté, on va dire, touche à tout, ou le fait de devoir parler de beaucoup de sujets. Il y avait ce que vous disiez aussi avant, Hervé. Comment est-ce qu'on s'entoure? C'est-à-dire, au fond, dans vos prises de décision, à quel point c'est des prises de décision qui sont liées à des grandes consultations, à une garde rapprochée, des conseillers historiques en qui on a confiance, qui ont, je ne sais pas, un lien avec la société civile ou des liens à droite à gauche qui font remonter des infos. Est-ce que finalement, ça reste un exercice un peu solitaire? C'est-à-dire qu'on décide, et puis voilà, il y a un moment, le moment de la décision, où ça repose sur le ministre et il doit... dans son coin, entre guillemets, poser son choix. L'un et l'autre, quelles étaient au fond vos façons de décider, vos façons de trancher? Donc vous, par exemple, monsieur le ministre, si vous avez fermé X ambassades, le moment où on dit terminer celle-là, c'est fini, cette décision, on la prend comment? On la prend seule, on la prend entourée, on la prend parce qu'on nous a dit au-dessus que c'était telle ambassade qui devait fermer. Et du coup, vous, pareil, Hervé Novelli, quand il y a des décisions à poser, comment est-ce qu'on les prend? Comment est-ce qu'on les pose? Bien, je vais jeter à l'eau, monsieur le ministre. La décision, comment est-ce qu'on la prend? Je vous l'ai dit, avant, j'étais entrepreneur. J'avais écrit des bouquins, notamment un bouquin qui s'appelait « Aider les PME ». J'avais une claire conscience. Mon travail, je l'avais fait à la suite d'une mission qui m'avait été confiée par le gouvernement à l'époque d'Édouard Balladur. Je l'avais fait en me basant sur tout le cycle de vie d'une entreprise. La création d'entreprise,
la transmission, toutes ces choses que j'avais affrontées dans mon parcours d'entrepreneur. La transmission, le développement, les difficultés, le financement. Et c'est à partir de ça que j'ai fait l'ossature avec l'aval de Christine Lagarde de ce qu'on a appelé la loi de modernisation de l'économie dans son titre premier, qui était le titre entreprise. Et donc, quand vous regardez la LME, l'article premier, c'est la création du statut de l'auto-entrepreneur, qui a été une vraie révolution dans notre pays. J'en parlerai plus avant demain, pour ne pas déflorer trop le sujet, mais c'était une révolution de simplification. Inscription en ligne directe, première inscription en ligne en France d'une activité entrepreneuriale, fusion des prélèvements fiscaux, sociaux, il n'y avait plus qu'un seul prélèvement. Bon, bref, ça a été une révolution et j'ai été puissamment servi pour que ce soit un succès par la révolution numérique qui intervenait en même temps et la volonté d'initiative individuelle portée très fortement en France, dans un pays qui est hyper régulé. Donc cette architecture de la loi que j'ai proposée et qu'a validée Christine Lagarde, elle m'a permis de poser à chaque stade des éléments clés de facilitation de la vie. Parce que j'étais venu à Bercy avec une idée simple, simplifier. C'était vrai il y a 15 ans, ça l'est encore plus aujourd'hui, puisque nous n'avons pas totalement réussi dans notre œuvre de simplification de notre pays. Donc, à chaque fois, j'ai innové. C'est-à-dire, par exemple, qu'un jour, il y a Yvon Gattaz, et je réponds à votre question, j'avais des capteurs partout dans le monde entrepreneurial. J'étais transféré à Bercy avec une mission que je m'étais assignée, faciliter la vie de l'entrepreneur en France, quel qu'il soit, petit, grand, moyen. Et donc Yvon Gattaz vient me voir et me dit « J'ai une idée pour toi », j'avais beaucoup travaillé avec lui auparavant, et il me dit « Il faut définir dans la loi ce qu'est l'entreprise moyenne ». Alors moi, quand il me dit ça, je me suis dit dans ma tête, définir dans la loi une entreprise moyenne, s'il croit que c'est avec ça que je vais faire un grand succès, il se trompe. Eh bien non, il avait raison. Il avait parfaitement raison. La France est un pays des lois. Je sors d'une conférence sur les institutions. On voit bien combien la loi pèse sur notre pays, la loi avec un grand L, alors que dans d'autres pays, ce sont les contrats. C'est la jurisprudence qui fonde le droit. Dans notre pays, il faut une loi pour que ça existe. Nous n'avions pas conscience que l'entreprise moyenne existait en France. Pourtant, elle existait bien avant la loi. Mais il n'y avait pas de série. Par exemple, à l'INSEE, on ne suivait pas les entreprises moyennes. Parce que pour suivre une entreprise moyenne en France, il faut savoir ce qu'est une entreprise moyenne. Combien de chiffres d'affaires, combien de personnes. Et donc, Yvon Gattaz vient me voir et me dit « ça ». Je dis, bon, pourquoi pas, mais je ne sens pas vraiment le triomphe dans cette affaire. Et en fait, nous sommes allés, le président de la République et moi-même, à un colloque de l'association fondée par Yvon Gattaz. Et au cours de ce colloque, Yvon Gattaz a dit au président, il faut définir dans la loi cette... Et je me souviens très bien, et quand vous avez écouté Nicolas, vous pouvez très bien imaginer ce qu'il a dit. Donc, lorsque Yvon Gattaz lui a proposé, devant donc, une auguste assemblée d'entrepreneurs, Nicolas s'est penché vers moi et il m'a dit « T'es d'accord ?» Alors j'ai dit « Oui, il faut y aller. » Bon, il s'est levé, il a pris la parole, a dit « Nous ferons dans la loi la définition de ce qu'est une entreprise de taille intermédiaire. » Et c'était né. Et aujourd'hui, les fameuses ETI, je parle devant un des merveilleux compteurs des entreprises de taille intermédiaire, qui est notre ami Fabrice Lundy, ces ETI existent, elles sont considérées. Une politique en faveur des ETI a été bâtie dans notre pays avec des hauts et des bas, mais enfin, elle existe. Et c'est merveilleux de voir que finalement, on a pris conscience, parce qu'il y a eu une loi de l'existence et du caractère stratégique de ces entreprises, qui ne sont ni les très grandes,
ni les petites, qui sont des entreprises en croissance, qu'il faut absolument faire croître et multiplier dans notre pays, parce que c'est là que ça se trouve. L'ancrage territorial, l'innovation, l'exportation, tous ces critères, tous ces objectifs sont portés par ces entreprises de taille intermédiaire. Donc ça date de cette fameuse loi de modernisation de l'économie, comme l'auto-entrepreneur, comme le crédit impôt recherche, dont on a beaucoup parlé, parce que ça coûte de l'argent. Le crédit impôt recherche, c'est la mise en place d'un crédit d'impôt pour financer les travaux de recherche et de développement portés par les entreprises. Et ce crédit impôt recherche végétait dans notre pays parce qu'il était d'une complexité affreuse. Et puis dès qu'un entrepreneur avait recours à ce crédit d'impôt recherche, immédiatement les contrôles financiers lui tombaient dessus. Et donc ça ne marchait pas. Je suis arrivé, j'ai simplifié. Et aujourd'hui, le crédit d'impôt recherche, c'est très clair. C'est basé, vous avez un crédit d'impôt en fonction du montant de recherche et de développement que vous développez dans votre entreprise. Nous sommes aujourd'hui dotés de l'outil le plus puissant en matière de crédit et de soutien à l'innovation par le biais de la recherche et de développement, outil le plus puissant de toute l'OCDE. Et je suis convaincu que c'est une des clés pour faire venir des entreprises étrangères, et souvent en discutant avec des entrepreneurs étrangers, ils m'ont dit combien ce crédit d'impôt était important et stratégique pour eux. Je ferme cette parenthèse j'ai été trop long sur la loi de modernisation de l'économie, mais en fait j'ai reproduit ce que j'avais éprouvé comme problématique dans mes entreprises, et je me suis inspiré de mes travaux. Je n'ai rien fait d'exceptionnel, de mes travaux en tant que parlementaire, et c'est cela que j'ai transposé. Et vous comprenez bien que transposer cette vie dans le secteur public, il y a des difficultés, il y a des moyens de contourner ou des moyens de trancher que j'ai éprouvés et que j'ai peu à peu théorisé. J'en parlerai dans quelques instants. Oui, donc vous, c'était lié à votre expérience de terrain, on va dire. Et vous, du coup, Aurélien Agbenoncy, comment est-ce que vous preniez vos décisions? Et puis, à quelle source d'infos elles étaient liées? À quel genre de conseils? Alors, à mon niveau, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que j'ai voulu éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'arrogance du technocrate. Ça, il faut éviter cela. Parce que vous arrivez dans un département qui est là depuis plusieurs décennies, en ce qui concerne mon pays en tout cas. Et vous avez toujours dans un ministère des personnes qui sont des sachants. Ils savent, ils ont grandi dedans, ils ont leur frustration, mais ils savent de quoi il s'agit. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite mis en place ce que j'ai appelé une équipe de transition, où je leur dis, écoutez, vous avez une semaine pour vous mettre ensemble sur tout ce qui n'allait pas. J'ai évidemment donné les orientations, mais je voulais entendre ce qui se passait dans la maison. Et ils se sont mis ensemble. J'ai nommé comme président de cette commission parce que, vous savez, en diplomatie, vous avez des gens qui ont fait la diplomatie multilatérale et ceux qui ont fait la bilatérale. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait été ambassadeur, mais que j'avais croisé dans mon parcours de haut fonctionnaire des Nations Unies comme représentant d'une agence de l'ONU. Donc, il avait les deux. Donc, son autorité aussi était acceptée parce qu'il était un ancien de la maison, il est sorti pour faire une carrière. Donc, il a présidé un groupe de transition qui a pu me faire un certain nombre de propositions. Ces propositions m'ont permis de pouvoir conduire certaines réformes. Parce que le rôle d'un ministre, c'est vrai, ministre, ça veut dire serviteur. Mais il ne faut pas être un serviteur servile. Ça m'a permis d'être informé, de pouvoir parfois dire au président de la République, non, vous avez souhaité faire ça et ça, mais je pense que la réalité sur le terrain est totalement différente. Donc, avoir le courage de dire à celui qui veut prendre des décisions, il est élu, il veut aller vite, il veut impressionner son électorat, il veut impressionner la population, il dit, ça, on ne peut pas le faire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que disent ceux qui sont devant ma maison, et voilà ma lecture du monde, ce que cela me permet de vous conseiller. C'est la première chose. Donc, se méfier de l'arrogance technocratique et tenir compte de l'environnement et écouter les gens. Je sais que nous avons affaire à un public qui veut savoir un peu ce qui se passe pour un ancien ministre au service de l'entrepreneuriat. Donc, je vais aller un peu dans cette direction. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, des décisions informées. Et au niveau de mon cabinet, je n'ai pas pris seulement des gens qui me plaisent.
j'ai pris des gens qui peuvent avoir des points de vue divergents. Et à la fin, c'est vous qui tranchez, mais il faut les écouter. L'écoute, c'est un formidable outil de prise de décision. L'écoute. Vous écoutez et après, vous entrez dans ce que j'appelle la réflexion personnelle. Et bien sûr, vous confrontez cela au programme d'action de votre gouvernement et vous essayez de voir ce qui peut convenir et qui va dans le sens de l'avenir, ce qui peut ne pas frustrer vos concitoyens, mais ce qui permet d'avancer, de faire avancer la machine. Donc c'est un peu comme ça que moi j'ai fonctionné. Et je pense que cela m'a beaucoup aidé. Et il faut, quand vous êtes dans le domaine qui est le mien, rester ouvert sur le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? Et ne pas céder trop facilement aux effets de la mode. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que mon rôle, et je m'arrête là, quand je suis arrivé aux responsabilités, c'était d'améliorer l'image de mon pays, donc amener le monde vers le Bénin, mais aussi porter le Bénin, un nouveau Bénin vers le monde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec l'équipe qui a travaillé, ou les équipes qui ont travaillé avec moi. Alors vous disiez juste avant que vous aviez essayé de réformer votre ministère, enfin donc en rationalisant, etc. Ça, par exemple, ça faisait partie d'une feuille de route gouvernementale et vous étiez assez soutenu politiquement. Comment est-ce que, quand on se lance dans des projets de réforme, pas forcément de toute la fonction publique, mais en tout cas déjà d'un organisme comme ça, comment est-ce que ça se passe au quotidien? Est-ce qu'on a énormément d'arbitrage? Est-ce que c'est d'aller convaincre tout le monde, d'enchaîner des sommes de réunions? Au fond, comment est-ce qu'on arrive à porter ce genre de projet? Et est-ce que, en étant resté 7 ans, du coup, c'est un temps suffisant pour voir aussi les fruits de cela et commencer à sentir si, au fond, les choix ont été les bons et si la machine continue de fonctionner ou fonctionne peut-être même mieux qu'avant, du coup? Bon, c'est sûr qu'une œuvre humaine n'est pas parfaite, mais vous pouvez sentir lorsque un combat que vous avez voulu mener a porté ses fruits. Je prends, puisque nous sommes en France, je prends un dossier qui porte un peu mon nom au Bénin, c'est la question du retour des biens culturels. Je suis celui qui a écrit à Jean-Marc Ayrault pour lui dire « Il y a cette situation, j'aimerais que nous trouvions un moyen d'obtenir le retour des biens culturels qui ont été spoliés, qui ont été soustraits à notre patrimoine culturel. » Mais je n'ai pas choisi la voie de la confrontation, parce que la voie de la confrontation, ça amène des blocages et c'est stérile. Et j'ai rencontré Jean-Marc Ayrault, pour la petite histoire, il m'avait opposé une fait de non-recevoir dans une lettre qui est arrivée la même semaine où j'avais pu organiser avec une rencontre qui était comme une rencontre de revoir entre François Hollande et Patrice Talon, le président du Bénin. Et au cours de cette réunion, le président français a dit « Pourquoi ne mettons-nous pas en place un groupe de travail, une commission pour réfléchir à cette chose-là » C'est un peu comme le mot de Clémenceau, mais moi j'ai profité de cela. Et cette commission chargée de la coopération culturelle nous a permis de trouver des solutions et qui, aujourd'hui, servent ces solutions-là de modèle à ce qui a pu se passer avec d'autres pays. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous touchez à beaucoup de choses. Mais il faut avoir le sens de l'écoute et il faut aussi, à un moment donné, savoir trancher. Et je sais trancher. Et quand je sens que c'est mûr, je tranche. Et vous parlez de la feuille de route. Oui, cette feuille de route, disons que j'ai contribué à son élaboration. Je savais à peu près où on voulait aller, mais c'est la manière d'y aller qui compte pour un ministre. Il faut s'assurer que tous les intérêts sont pris en jeu, sont pris en compte. Il faut faire en sorte que la décision, à la fin, est une décision qui est dans l'intérêt de votre pays, mais qui ne crée pas trop de crispation entre le pays qui est en face de vous. En l'occurrence, dans mon cas, c'était la France, mais il y a eu d'autres dossiers que j'ai eu à gérer par rapport à des pays de la sous-région ou même face aux États-Unis, où il fallait résister sur un certain nombre de choses et tout est question de manière. Et je crois que c'est ça qui permet de faire un bon ministre. Parfait, merci beaucoup. Alors peut-être avant qu'on passe à une phase de questions, est-ce que l'un et l'autre, du coup, vous avez une anecdote à raconter qui incarnerait, du coup, cette vie de ministre? J'en ai tellement
que je n'en citerai aucune. Ce que je voudrais, par contre, pour nos amis qui nous font le plaisir d'être là, ça m'a permis de théoriser des réformes, de théoriser la méthode pour obtenir des résultats, comme notre ami vient de l'indiquer. La première des choses à faire, c'est de travailler au mélange des genres. Donc, ce que je veux dire, c'est que dès que je suis arrivé au ministère, Bercy, c'est une formidable citadelle avec des agents très, très dévoués et très actifs. J'ai créé des groupes de travail mixtes, donc entrepreneurs, experts comptables, commissaires aux comptes, notaires et quelques hauts fonctionnaires sur un objectif bien précis, je l'ai dit au début, qui était la simplification. Donc trouvez-moi 3 réformes dites de simplification dans l'ordre réglementaire, fiscal et social. Et ces groupes m'ont rendu des travaux qui ont servi de genèse à la création du statut simplifié d'entreprise, parce que les 3 groupes avaient mis en premier, il faut absolument simplifier la création d'activités. Donc, la mixité des cultures. Tout de suite, j'ai créé un conseil des entrepreneurs autour de moi, qui, tous les mois, était réunis, et comment est-ce que nous avions en magasin de réformes, mais surtout faisait remonter les réformes à faire pour faciliter la vie des entreprises. Donc tous ces éléments préparaient des décisions. Préparaient des décisions, mais non pas comme d'habitude dans notre pays où l'administration prépare et le ministre arbitre, ou parfois n'arbitre pas et se laisse imposer telle ou telle solution. Non, là, c'était une préparation qui avait beaucoup d'input, comme on dit, et qui permettait de préparer des décisions que j'avais, pour une part, déjà en tête. Et ça, vous savez, il y a 2 manières de faire des réformes. C'est ça qui m'a vraiment fait progresser. La première, c'est quand l'opinion y est favorable à plus de 50 ou 60%. Quand l'opinion y est largement favorable, on peut y aller frontalement, parce que vous bénéficiez du soutien de l'opinion, et ce soutien majoritaire finit par emporter toutes les résistances. Et puis vous avez les réformes qui ne sont pas attendues, qui ne sont pas préparées et qui bénéficient d'un appui très minoritaire dans l'opinion. Et j'ai inventé ce concept de la réforme furtive, c'est-à-dire la réforme que l'on ne voit pas venir parce qu'elle est présentée sous une forme qui est la forme de la simplification. Je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai pu faire. Par exemple, quand j'ai créé les VTC, dans la loi de tourisme, parce que j'étais aussi en charge du tourisme, ces véhicules de tourisme avec chauffeur, je les ai appelés véhicules de tourisme avec chauffeur pour bien montrer qu'au taxi, d'une certaine manière, c'était anodin. On prenait des touristes, comme si on allait déterminer qui était touriste et qui ne l'était pas dans cette création de nouveaux véhicules. Et je l'ai fait sous la forme d'une simplification. J'ai simplifié 2 petits statuts qui existaient, les statuts de la grande remise et les statuts de la petite remise, qui permettaient à des chauffeurs de maîtres de venir chercher tel ou tel client. Je les ai fusionnés et j'ai créé ce statut des VTC, pendant que de l'autre côté, le ministre de l'Intérieur de l'époque, je ne citerai pas son nom, s'évertuait à négocier avec les taxis l'élargissement de l'offre de taxis, dont on souffrait, puisqu'il y avait une sorte de frein à la création de taxis, puisque les licences qui permettaient d'être taxi, le revenu et la cession des licences en fin d'activité du taxi étaient directement indexés sur le nombre de licences. Loi de l'offre et de la demande, très traditionnelle, donc un malthusianisme structurel des taxis qui n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait trop de taxis et donc trop de plaques qui auraient fait baisser le prix de la plaque. Donc c'était une entreprise sans espoir que faisait le ministre de l'Intérieur, et moi de mon côté j'ai créé un autre statut. C'est ce qu'on appelle la stratégie de contournement. J'ai créé ce statut et les taxis ont mis 2 ans avant de s'apercevoir qu'il existait une offre qui était
très concurrentiels et qui étaient source d'amélioration aussi de leur propre offre. Ça a été le duel entre VTC et taxi qui aujourd'hui est heureusement résolu avec un rapprochement des deux statuts et aussi une amélioration très forte de l'offre de taxi. Et entre un taxi G7 qui est géré par une plateforme et puis un taxi Uber qui est géré par une autre plateforme, il n'y a plus grand-chose comme différence, sinon une amélioration à la fois de la quantité des taxis VTC et de l'offre. Donc ça, c'est ce que j'appelle la réforme furtive. C'est-à-dire que si vous ne bénéficiez pas de l'appui d'une majorité de l'opinion, vous la contournez sous le dehors de la simplification. Et j'ai pu faire comme cela, créer l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui est devenue l'entreprise individuelle, qui a été portée sur les fonds baptismaux il y a quelques mois, mais le statut existait avant, simplement il a été généralisé, il permettait de protéger le capital des entrepreneurs individuels. Donc toutes ces petites réformes présentées comme des réformes de simplification dans un univers très régulé qui est l'univers français, dès que vous ouvrez une fenêtre de liberté et de libéralisation dans un secteur très réglementé, eh bien ça marche très vite. C'est comme une maison qui est très confinée. Si vous ouvrez une fenêtre et qu'il y a une braise qui pénètre, ça va mettre le feu. Alors, je ne voulais pas mettre le feu, je voulais simplement donner de la liberté dans un pays qui est très hyper régulé et il faut bien le dire aussi hyper bureaucratisé. Aujourd'hui, c'est une constatation d'évidence. Donc, les réformes, eh bien, il faut d'abord savoir ce que l'on veut pour celle-ci. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté au début de mon propos sur l'expertise ou l'expérience. Savoir ce que l'on veut. Et j'avais aussi une autre méthode qui me permettait de me mettre l'administration avec moi. C'était la méthode dite des rapports. C'est-à-dire que vous voulez, par exemple, je voulais créer ce statut à la demande d'un certain nombre d'artisans qui protégeait le patrimoine de ces artisans en cas de faillite. Donc, je savais qu'il fallait faire ce statut. J'ai mandaté, je missionnais un expert sur ce champ. En l'occurrence, il s'agissait de Xavier Deroux, qui était un parlementaire émérite et qui m'a fait un rapport sur la création de ce statut d'entrepreneur protégé de la faillite par la mise à l'écart des biens qui pourraient être saisis. Et il m'a rendu ce rapport. Ensuite, j'ai présenté ce rapport à l'administration venant d'un sachant, d'un expert reconnu. Et ensuite, je disais, on va y aller. Ce n'était pas le ministre qui présentait son idée. C'était le ministre qui présentait un rapport qui avait beaucoup d'intérêt et qui s'engageait à le mettre en œuvre. Donc, vous voyez qu'il existe beaucoup de stratégies dites de contournement qui vont réussir parce que lorsque la réforme est mise en place, elle s'impose. Donc, ces éléments, ça a été rendu possible par mon parcours spécifique. Il y a trop de ministres qui arrivent dans un département dont ils ne savent pas de quoi ils retournent. Et compte tenu de la puissance de l'administration, vous avez quand on arrive ministre, vous avez un haut fonctionnaire qui vient et qui vous remet le dossier ministre. Dans chaque gouvernement, à chaque changement de gouvernement, chaque ministre reçoit un dossier ministre, qui est le dossier de la haute administration en charge du ministère, qui va vous dire ce qu'il faut faire ou ce qui n'est pas possible de faire. Si vous n'êtes pas préparé, vous laissez faire. Et vous portez des réformes qui ne sont pas les vôtres et qui sont souvent des réformes qui ont été mûries dans l'administration depuis des années, qui n'ont pas été prises par tel ou tel ministre et dont on espère qu'elles seront prises par le suivant. Et tout cela, si vous n'avez pas une claire conscience de ce qu'il faut faire et des directions qu'il faut mener, il ne s'agit pas de connaître techniquement tous les sujets, il s'agit d'avoir une claire conscience de ce qui est bon. Et en France, vous trompez rarement quand vous choisissez le camp de la liberté. Compte tenu de l'hyper-réglementation qui existe, vous ne pouvez que tomber du bon côté.
Voilà les quelques enseignements que j'ai retenus des réformes que j'ai pu mener. Bon, avant qu'on passe aux questions, est-ce que vous avez une réaction du coup, Monsieur le Ministre, sur toutes ces petites façons de faire? Oui, c'est Hervé, c'est ça. Voilà. Je veux dire que je partage amplement ce qu'il a dit. Vous nous avez parlé d'anecdotes. C'est vrai, avec cette idée de réforme qu'on vous fait porter. Et vous savez, la technostructure des hauts fonctionnaires des ministères, c'est une chose, elle est terrible. Je vous donne un exemple très simple. Le ministère dont j'avais en charge avait 2 gros ascenseurs et à l'angle quelque part, un peu dérobé, un ascenseur ministre qui était réservé. Et un jour, je vais vers le gros ascenseur, puisque le jour de la prise de fonction me fait passer par l'ascenseur ministre. Bon, d'accord. Et je vais à l'autre ascenseur. Et un de mes directeurs me dit, ah, monsieur le ministre, vous n'avez pas le droit d'aller dans cet ascenseur. Je dis, le droit, ou bien vous... Il dit, oui, c'est pour le personnel. Je dis, mais si je ne descends pas ou je ne monte pas avec eux, comment est-ce que je vais les connaître? Comment est-ce que je vais les entendre? Parce que la technostructure veut vous empêcher d'avoir d'autres échos. Et c'est là que je rebondis sur ce qu'il dit. Quand on vous fait porter des choses et des réformes qui étaient là avant, il y a une machine qui veut vous prendre en charge, qui veut vous canaliser. Donc ça, c'est juste pour réagir à ce que dit mon collègue. Maintenant, pour les anecdotes, je vais vous en donner 2. Il faut pouvoir sortir des sentiers battus par moment. Alors, je vais vous donner une anecdote bénino-française et une autre qui est avec, dans le fonctionnement de l'ambassade, mais je commence par la deuxième. Souvent, vous savez, les ministres des Affaires étrangères et le ministère d'une manière générale, c'est très rangé, c'est très calme, etc. Moi, j'ai affaire à des ambassadeurs, donc des personnes qui viennent d'autres pays, mais qui, pour la plupart, c'est comme si quelqu'un vient à Paris, ne connaît que Paris, reste 3 ans à Paris et retourne dans son pays. Alors j'ai cassé cela et j'ai institué ce que j'ai appelé la visite trimestrielle des ambassadeurs sur le terrain. Ça veut dire que je les faisais partie comme c'était de Paris à Marseille ou aller dans l'Ardèche ou aller en Lorraine. Et je peux vous dire, les ambassadeurs se sont beaucoup éclatés. Ils se sont éclatés d'autant qu'on essaie d'intégrer dans ces groupes-là des chefs d'entreprise, des personnes qui avaient des PME, des personnes qui cherchaient des débouchés, qui avaient envie d'entendre d'autres histoires que la rhétorique habituelle que le gouvernement peut leur raconter. Et je peux vous dire que ça a eu beaucoup de succès. Et ceux qui sont venus ou qui viennent après moi ont du mal à se passer de ce moment-là, de ces visites de terrain, aussi de ce qu'on appelle le briefing mensuel des ambassadeurs. Donc ça, c'est un peu dans le fonctionnement. Une chose que je partageais avec vous, qui sont parfois un peu sortis des sentiers battus, j'appelle ça l'histoire de la bière et l'histoire du train. Alors l'histoire de la bière est une histoire bénino-française. Je suis chargé d'accueillir au mois de juillet 2022, je crois, le président Macron, qui vient au Bénin, puisque chez nous, c'est le ministre des Affaires étrangères qui accueille les dignitaires étrangers. Je l'accueille, etc. Et l'opération, le procès, c'est qu'après, je dois aller l'installer à l'hôtel. Nous allons à l'hôtel où il va rester. Et je voudrais prendre congé de lui. Je dis, monsieur le président, après tout le protocole à l'aéroport, bien sûr. Je dis, vraiment, maintenant, je vous souhaite une bonne nuit. Il me dit, mais est-ce que vous avez sommeil déjà? Je dis, non, mais moi, je suis à votre disposition. Votre homologue m'a demandé de m'occuper. Il dit, écoutez, moi, j'ai une habitude, j'aime bien goûter à la bière du pays que je visite. Donc, on traverse le hall, on ne monte plus dans l'ascenseur, on va s'asseoir avec son conseiller, qui s'appelait M. Franck Paris, si je crois, qui s'occupait des affaires africaines auprès de lui, et nous buvons la bière du Bénin. Alors, je peux vous dire que cet instant-là, non seulement ça brise la glace, mais ça m'a permis, bien sûr, je ne suis pas le chef de l'État, mais ça m'a permis d'avoir des réponses à un certain nombre d'interrogations auxquelles l'ambassadeur, par prudence et par respect des procédures, auxquelles il n'a pas pu répondre, en disant on réserve ça pour demain. Je parlais avec le président, mais que pensez-vous d'une telle ou telle chose? Oui, je pense que ça peut aller dans tel sens. Mais lui aussi, parce qu'il est... ça fonctionne bien là-bas, hein, c'est un microprocesseur rapide, a aussi profité pour me poser des questions. J'ai pu lui répondre dans la limite de ce qu'un ministre peut dire à un chef d'État étranger. Et je pense que ces moments où on brise la glace sont des moments très importants. Donc ça, c'est l'anecdote que j'appelle l'anecdote de la bière. Après la première chope de bière, il m'a dit, bon, on se fait une deuxième? Et je dis, oui, monsieur le président, mais c'est vous le président.
Ouais, donc il y a une deuxième bière et on a pu parler. Donc c'est un monsieur très sympathique. Bon, alors l'histoire du train. Nous faisons une visite officielle du président Talon pour la Hollande. Et lorsque nous préparons tout, je lui fais une suggestion. Moi, j'étais étudiant à Paris, j'ai voyagé avec ce qu'on appelait les biges à l'époque, hein, des trucs de réduction, tout et tout pour les étudiants. Donc, j'aime les trains. Et je lui dis, vous savez, les Hollandais, ils ont une manière qui est un peu plus informelle d'aborder la vie avec les autorités. Et je pense que pour avoir une sympathie, une sorte de crédit sympathie avec l'opinion des Pays-Bas, ce serait bien qu'on fasse Paris-La Haye en train. Il a dit pourquoi pas. Et nous sommes arrivés en Hollande en train. Je peux vous dire qu'à notre arrivée, le lendemain, j'ai vu les journaux, les gens ont beaucoup aimé ce pays en développement, dont le président vient en France et doit aller aux Pays-Bas et fait ce voyage en train. Donc, c'est une anecdote pour vous dire qu'en matière de communication, parfois, il faut sortir des sentiers battus pour pouvoir créer un événement qui touche les jeunes, qui touche l'opinion et qui, en sorte, vous permet de projeter une image positive de votre pays. Voilà, pour vous offrir mes 2 anecdotes. Merci beaucoup. On a dépassé le temps, on va quand même prendre une question. Bon, on a 3, 4 doigts qui se lèvent. Alors, je pense que les micros arrivent, ou sinon, hop. Je pose la première question. Là, on a parlé de la vie de ministre. Et au moment où ça s'arrête, Hervé, je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'avais appelé à 8 h, tu avais été sorti la veille au soir, et tu me dis, j'ai plus de voiture, j'ai plus de chauffeur, j'ai plus d'officiers de sécurité. Il y a quoi, on traverse une période de vide, de déprime. Et puis, question que je vous pose également, la même, à vous, Monsieur Akbenoussi, Excellence, qu'est-ce qui se passe après? On devient quoi? Oui, c'est une question très, très intéressante. Vous connaissez l'anecdote qui a remporté le prix de l'humour politique. C'était un de mes collègues, François Goulard, qui avait dit on reconnaît au fait qu'on n'est plus ministre quand on s'assoit à l'arrière d'une voiture, elle ne démarre pas. C'est ça la clé. Et c'est vrai qu'il y a une brutalité dans la cessation de fonction, mais qui correspond aussi à la rapidité de la prise de fonction. Moi, j'ai été servi. Et j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'avais une vie avant d'entrepreneur. Et j'avais été élu député. Et quand j'ai été battu député, je me suis beaucoup plus impliqué dans l'activité de mon entreprise. Et donc, je n'étais pas en l'air. Il y a une légère dépression parce que vous êtes pris de 8 h du matin à minuit et je travaillais beaucoup à Bercy. Et donc, tout d'un coup, tout s'arrête et vous devez récupérer la maîtrise de votre agenda, votre temps, comment l'employer. Et je me suis tourné vers ce que je savais faire, en fait, l'entrepreneuriat. Donc, j'avais l'entreprise de conseil que j'avais créée après la vente de mes entreprises, qui avait un objet très large. Et j'ai commencé à faire du conseil stratégique pour les boîtes et pour les entreprises. Et ça s'est remarquablement bien passé, même si, évidemment, quand vous êtes ministre, vous avez cette passion qui ne m'a jamais quitté pour la chose publique et pour la politique. Donc je suis encore un observateur, voire un acteur de cette vie publique, mais je n'ai ce que tu poses comme déprime obligatoire, elle est inéluctable. Après, on la surmonte plus ou moins bien en fonction de son passé, de sa propre expérience. Mais je vais vous répondre. Je crois que j'aime beaucoup l'anecdote de la voiture qui ne démarre pas. C'est très intéressant. C'est pour cela que lorsqu'on est en charge, lorsqu'on est en fonction, il faut tout faire pour ne pas se départir de la vie normale. Et ça, j'ai réussi à le faire pour une raison très simple. J'ai travaillé, comme je vous ai dit, aux Nations Unies. J'ai fait 25 ans aux Nations Unies, dans 2 agences. La première, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. C'est
disons, la Maison des Nations Unies qui va dans les pays en développement, qui essaie de voir avec eux les solutions possibles à des défis de développement qu'ils ont. Et vous touchez à tout. Et ça m'a appris à être moi-même. Mais la deuxième maison où j'ai travaillé aux Nations Unies, là où j'ai été sous-secrétaire général des Nations Unies, ça s'appelait le département, d'ailleurs c'est un département très français à l'ONU, ça s'appelle le département des opérations de maintien de la paix. C'est dirigé par mon excellent ami, M. Lacroix, en ce moment. Et là-bas, c'est la maison des casques bleus. La maison des casques bleus, c'est la maison où on dit on va faire quelque chose en Seine-et-Marne, il n'y a rien en Seine-et-Marne, on fait venir un contingent cambodgien qui va vous faire une piste d'atterrissage, on fait venir des Français qui vont assurer la sécurité, etc. Donc ça, vous savez le faire. Moi, j'adore ça. Et ça m'a appris à vivre la réalité des pays. J'ai été à Dipikeo, comme on dit, en Centrafrique, où j'ai organisé les élections dans des conditions incroyables. J'ai accueilli le pape François, son premier voyage en Afrique, dans des conditions incroyables. Le pays s'attirait de partout. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on a demandé au pape lorsqu'il repartait, vous n'avez pas eu peur de venir à Bangui parce qu'il y avait des rebelles? Il dit non, j'avais eu peur seulement des moustiques. Je l'ai dit après à un des chefs rebelles avec qui on devait être en discussion. Bon, donc déjà ça m'a préparé. Maintenant, dans la vie de ministre, le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre qui est le plus encadré après le président de la République. Vous avez des agents du protocole qui s'occupent de tout, qui ouvrent ceci, qui ferment cela, etc. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut rester soi-même. Moi, j'ai quitté le ministère le jour où j'ai passé ma charge à mon successeur au volant de ma voiture privée, parce que j'ai demandé qu'on la gare sur l'esplanade du ministère. Donc, je suis arrivé évidemment dans la limousine habituelle, et en repartant, j'ai pris mon volant. Mon épouse avait pris place très discrètement parce que les vitres sont un peu teintées. Vous savez, en Afrique, on tient beaucoup les vitres maintenant. Elle était dans la voiture, les gens ne l'avaient pas vue, elle n'est pas descendue, on n'aime pas cette interférence-là. Et quand j'ai fini, quand j'ai serré la main de mon jeune successeur, j'ai pris mon volant, au volant de ma petite Land Cruiser, je suis rentré chez moi. Maintenant, le jour d'après, c'est là que vous avez un petit blues, parce que tous les matins, c'est un agenda, vous devez faire ceci, monsieur le ministre, vous avez validé ceci, vous n'avez pas validé cela, vous devez prononcer un discours à tel endroit. Je me suis levé le matin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ce matin? J'adore lire, j'ai lu un peu, je suis allé sur, je ne vais pas faire de la publicité, mais je suis allé sur Netflix, j'ai vu un petit film, et j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu penserais d'un voyage la semaine prochaine? Ben, j'ai pris mon téléphone, j'ai booké moi-même. C'est la première fois depuis près de 5 ans que j'essayais de booker, de réserver un vol. J'ai réservé ce vol, je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis resté quelques temps. Nous sommes venus en France parce que j'ai vécu un moment ici, nous sommes venus en France, dans une région que nous affectionnons beaucoup. J'y ai passé 15 jours, ça m'a permis de... C'est un peu du détox, quoi. Et après ça, ben, je me suis retrouvé à moi-même. Alors, qu'est-ce que je fais depuis? Ben, j'appartiens à des associations, à certaines sociétés du domaine qui est le mien. Ces personnes-là me font encore appel parce que, bon, je ne suis pas encore totalement grisonnant. Et puis, peut-être qu'il y a derrière cela la perspective de faire autre chose, de rebondir autrement. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais tomber dans le blues de l'ancien ministre. Moi, je ne l'ai pas eu. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je pense que pour les questions qui restent, on peut les poser après à nos intervenants qui peuvent rester encore 10 minutes, mais comme ça, on libère la salle pour tous les autres. Merci beaucoup.